La bilharziose génitale féminine fait partie des manifestations génitales de la bilharziose tout court. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations génitales chez l'homme, mais également des manifestations génitales chez la femme. Et cet atelier concerne les manifestations génitales de la bilharziose chez la femme que nous appelons bilharziose génitale féminine. Donc, l'OMS estime à peu près à 56 millions le nombre de femmes qui sont affectées par cette maladie. Et ces femmes-là sont exposées en même temps que 450 autres millions de personnes au risque de contacter cette bilharziose-là. Et vous voyez sur ma droite, sur cette carte d'Afrique, toutes les régions ou zones d'Afrique où existe la bilharziose génito-urinaire ou bilharziose due à schistosoma hématobium. Suivante. Comment se transmet cette bilharziose-là? Donc, sur la droite, sur ma droite, vous avez le cycle de transmission de la bilharziose tout court. Donc, on peut commencer ce cycle partout, mais nous allons là commencer au niveau du cercle rouge tout en bas. Donc, ce cycle-là va commencer par l'émission dans de l'eau, voilà, comment est-ce qu'on dit, dans, dans de l'eau, euh, dans les eaux courantes, voilà, des œufs de bilharziose, qui peuvent être des œufs de bilharziose génito-urinaire ou bien des œufs de bilharziose intestinale, parce qu'il y a deux formes de la maladie. Donc, ces œufs-là vont éclore et mettre un corps cilié mobile, donc qui va aller à la recherche d'un hôte intermédiaire, parce qu'il y a un hôte intermédiaire qui intervient au niveau de ce cycle, qui est un petit escargot, très petit, de taille, pas des gros escargots, c'est des escargots d'une taille d'1 centimètre, 1,5 cm, et peut-être même moins pour certaines espèces. Donc, cette forme-là va pénétrer cet escargot et au bout d'un certain nombre de jours, il va émettre la forte infestante pour l'homme, qui est la cercaire. Donc, c'est cette forme-là qui va contaminer l'homme en pénétrant par la peau. Donc, la tête de cet organisme-là, la cercaire, va pénétrer l'homme au moment de son contact avec l'eau. Et au bout d'un certain moment, cette forme larvaire va se transformer en vers. Et c'est des vers qui vont aller se positionner en fonction du type de bilharziose au niveau des organes génito-urinaires pour la forme de bilharziose urogénitale et au niveau du plexus intestinal pour les formes intestinales de la maladie. C'est comme ça que se transmet la bilharziose génitale féminine. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette bilharziose génitale féminine est surtout due à la forme hématobiome de la maladie. Donc, c'est une maladie qui est très répandue dans les zones rurales, mais qui n'épargne pas aussi les zones urbaines, parce que nous avons des villes qui sont traversées par des cours d'eau, où il y a des activités humaines et où se fait également la transmission. Et je l'avais déjà dit, elle se fait par voie cutanée. On ne boit pas la bilharziose, on s'infecte par la pénétration par la peau d'une larve qui va devenir un ver, qui ne sera pas dans l'intestin, mais qui va aller résider dans les vaisseaux sanguins, à partir desquels maintenant il va émettre des œufs. Donc, ce sont ces œufs-là qui vont se déposer dans les organes pour une partie et qui vont être source de la morbidité, et le reste des œufs vont être émis à l'extérieur. Donc, c'est ce qui permet au cycle de se perpétuer et c'est ce qui permet également aux gens de se contaminer. Suivante. Donc, le diagnostic se fait comment? Le diagnostic est avant tout, comment dirais-je, clinique. Voilà, donc ce sont des femmes ou des jeunes filles qui présentent des symptômes urogénitaux, des gens qui ont été en contact avec l'eau douce, voilà, et qui observent soit des pertes vaginales, soit des pertes de sang, soit des saignements au moment des rapports sexuels ou spotting, des démangeaisons au niveau des organes génitaux. Ils peuvent également avoir des urines teintées de rouge, comme on le voit avec une hématurie totale ou terminale, et aussi avoir régulièrement des douleurs pelviennes, voilà, pendant ou avant les rapports sexuels. Suivante. Donc, c'est l'inspection visuelle
qui permet de reconnaître parfois les lésions caractéristiques de la bilharziose génitale féminine au niveau de l'utérus et au niveau de la paroi vaginale. Donc, on peut observer un aspect granuleux, des taches jaunâtres, des papules, qui sont en général les lésions caractéristiques de la bilharziose génitale féminine au niveau des bas organes génitaux. Suivant. Diapo suivante. Donc, des complications aussi peuvent s'observer à la longue, voilà, comme des saignements au contact lors de l'examen gynécologique, l'infertilité à la longue, voilà, il peut y avoir des avortements ou des grossesses extra-utérines avec leurs conséquences aussi que nous savons, c'est-à-dire les hémorragies et peut-être même le décès s'il n'y a pas assistance. Voilà, il peut y avoir des mictions involontaires lors de tout, de rire chez les personnes infectées, des ulcères génitaux, parce que on peut également observer au niveau de la vulve des, 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 des lésions, des ulcères ou même des tumeurs, voilà, qui en réalité sont des lésions bilharziennes. Donc, il faut également prêter attention à ce type de lésions. Voilà. Je l'ai dit aussi, les saignements chroniques peuvent entraîner l'anémie, des retards de croissance, des crampes, des difficultés d'apprentissage, surtout chez les enfants. Suivant. Donc, comment se traite la bilharziose génitale féminine? Elle se traite avec un médicament antiparasitaire qu'on appelle le praziquantel et qui s'administre en prise unique à raison de 40 mg par kilo. Donc, ce médicament-là a la propriété de tuer les vers. Donc, si les vers sont tués, donc la personne est guérie, à moins qu'elle reparte au niveau des cours d'eau pour se recontaminer. Et quand les vers sont tués, donc il y a une amélioration de la santé qui se fait. Donc, les symptômes liés à la bilharziose génitale féminine aussi vont s'estomper, disparaître pour certains d'entre eux, à moins qu'ils ne soient vraiment des lésions très chroniques. Suivante. Donc, comment se fait la prévention? Donc, la prévention se fait avant tout par le fait d'éviter la survenue de la bilharziose génitale féminine. Et comment pouvons-nous éviter la survenue de la bilharziose génitale féminine? Eh bien, c'est en traitant les enfants d'âge scolaire afin d'éviter que cette bilharziose génitale féminine ou bilharziose urogénitale n'évolue vers des lésions gynécologiques. Il s'agit aussi de savoir que quand on a une personne qui est atteinte de bilharziose génitale féminine, dans le même environnement, plusieurs autres personnes peuvent être atteintes parce que tout simplement, toutes ces personnes utilisent les mêmes plans d'eau pour leurs activités. Donc, il faut également traiter ces personnes. Dans les zones endémiques également, il faut s'assurer que la communauté est consciente également de cette maladie, donc, et qu'elle soit sensibilisée afin que le traitement puisse être garanti également en routine au niveau des formations sanitaires. Suivant. Donc, quelles sont les implications pour la santé publique? Donc, il faut savoir que la bilharziose génitale féminine est une affection gynécologique courante, voilà, longtemps négligée, mais elle est extrêmement fréquente, donc il faut prêter attention. Elle reste non diagnostiquée parce qu'elle est méconnue par les praticiens. Beaucoup de praticiens ne savent pas ce que c'est. Donc, il est important de renforcer les capacités. Je pense que c'est l'objet de cet atelier. Et c'est une maladie aussi qui est associée au risque de contracter l'infection par VIH ou l'infection par le virus papillomateux. Tout simplement, vous pouvez le comprendre aisément, les saignements lors des rapports sexuels, voilà, ouvrent des portes pour l'infection à VIH. Les saignements également au niveau de l'homme, je fais une petite parenthèse parce que chez l'homme, elle peut se manifester par une hémospermie également, donc qui est aussi une façon
d'ouvrir les portes à une transmission du VIH si l'une des personnes est atteinte. Suivante. La bilharziose génitale féminine est également associée à la stigmatisation. Et comment est-elle associée? Eh ben, c'est un problème de santé sexuelle et reproductive. Et les femmes qui ont des problèmes de santé sexuelle sont souvent stigmatisées dans les communautés. Et elle peut être confondue avec des infections sexuellement transmissibles et de ce fait, ouvrir une voie pour une stigmatisation, surtout chez des petites filles qui ne sont pas pubères et chez lesquelles la bilharziose génitale féminine peut se manifester par des leucorrhées, des écoulements gynécologiques et ces jeunes filles-là peuvent être stigmatisées comme ayant des rapports sexuels avant leur âge, etc., etc. Et c'est vraiment une source. Et nous savons également tous que quand il y a une femme dans la communauté qui n'arrive pas à avoir des enfants après plusieurs années de mariage ou de vie en couple, donc cette infertilité également est un problème qui peut amener à la stigmatisation. Donc c'est vraiment un problème de santé reproductive et sexuelle important qu'il faut en tout cas adresser. Suivant. Et c'est pour cela que l'OMS et l'ONU-SIDA ont élaboré et lancé en 2019 un document qui s'appelle No More Neglect, donc plus de négligence donc par rapport à la bilharziose génitale féminine et par rapport au HIV. Et dans ce document, il est fait appel à l'intégration des activités de bilharziose génitale féminine dans le système de santé et au niveau de toutes les activités de santé reproductive. Et l'OMS également a publié un document de politique appelant au déparasitage des femmes en âge de procréer. Donc, à travers ce déparasitage des adolescentes et des femmes en âge de procréer, donc on peut prévenir en tout cas la survenue de bilharziose génitale féminine et la survenue de ses conséquences. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, ces deux documents font partie des ressources que nous avons mis en place ou collectionnées pour vous dans le cadre de cette formation. Suivant. Nous avons également élaboré lors d'un atelier tenu en 2020 donc des compétences voilà qui sont nécessaires en matière de bilharziose génitale féminine. Vous voyez sur la carte à droite voilà les pays où la bilharziose génitale féminine est endémique et là où des participants ont contribué à élaborer ces compétences-là. Donc, c'est lors d'un atelier qui a regroupé 65 participants de 24 pays et qui travaillent dans 15 pays endémiques que nous avons élaboré ces compétences suivantes. Donc, il s'agit de 27 compétences qui ont été développées. Donc, 10 compétences concernent le diagnostic, 6 concernent le traitement. Nous avons 6 aussi qui sont relatives à l'identification des femmes à risque et 5 compétences qui sont relatives à la prévention. Donc, c'est des compétences qui ont été réparties en deux grandes catégories. Donc, la première catégorie, c'est des compétences pour les personnes qui travaillent en milieu clinique. Et la deuxième catégorie, c'est des compétences pour les personnes qui travaillent au niveau communautaire. Donc, pendant le diagnostic, donc ceux qui performent des examens pelviens, quelles sont les compétences qu'il faut qu'ils aient? Voilà, l'utilisation le spéculum ou les procédures VIA, etc. Donc, les examens aussi, la prescription également, voilà, de praziquantel en cas de présomption de bilharziose génitale féminine, mais également les conseils qu'il faut donner, voilà, aux personnes qui sont atteintes. Et dans le milieu communautaire, donc, il s'agit avant tout de l'identification des communautés qui sont à risque à cause de leur proximité
avec les plans d'eau et des activités humaines qui s'y déroulent. Voilà, donc évaluer les facteurs de risque, mais également faire de l'éducation pour la santé et faire également des prescriptions, parce que ce n'est pas seulement au niveau clinique dans des formations sanitaires, le traitement aussi doit être un traitement communautaire en cas de suspicion de bilharzose génitale féminine, parce que le médicament est un médicament qui est assez bien toléré et qu'on peut donner également aux femmes enceintes à partir de la fin du premier trimestre de grossesse. Suivant. Donc, je pense que je suis là à la fin de ma présentation. Voilà, donc nous sommes avec d'autres experts qui sont là pour aider au cours de cette formation. Je pense que ces experts se sont déjà présentés avant qu'on ne commence l'atelier. Donc, c'est le docteur Bodo, c'est Dirk Engels, c'est notre collègue de Unlimited Health, c'est Alison Krentel, c'est le professeur Chenchente. Et je m'excuse pour les autres collègues parce que la liste est quand même assez longue.